Allez, il est 12 heures. Il est donc temps de commencer ce webinaire pricing d'une offre SaaS. Je pense, j'ai vérifié ça tout à l'heure, que vous m'entendez correctement et que vous voyez correctement mon écran. Si toutefois il y a un problème, n'hésitez pas à m'en faire part au travers de la fenêtre de questions-réponses ou la fenêtre de chat. Webinar pricing d'une offre SaaS. Donc, je vais faire mon exposé et puis je répondrai à vos questions à la fin de cet exposé. Mon exposé va durer une vingtaine de minutes et puis il restera 10 minutes, un quart d'heure pour les questions-réponses. Au menu de ce webinaire, c'est les considérations à prendre en compte pour pricer une offre SaaS. Principe d'élaboration du prix. Je vais surtout vous fournir des exemples. Je vais vous fournir 3 exemples au travers de ce webinaire. Et puis, je conclurai par les autres éléments à prendre en compte. Tout le monde m'entend correctement? Je considère que oui, puisqu'il n'y a pas de… Super, merci. Alors, les considérations donc, à prendre en compte pour pricer une offre SaaS. Déjà, la première chose, c'est que le prix est un élément très important du marketing mix, car il doit être conçu pour nous aider et pour faciliter la vente. Il faut prendre en compte le fait qu'un service numérique ou même un logiciel a un côté intangible et c'est pour ça qu'il doit nous aider à vendre. C'est-à-dire, il doit matérialiser la valeur de ce que l'on propose. Les considérations, c'est déjà une première considération, c'est ce que c'est que le SaaS. Le SaaS est un abonnement à un service numérique. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte. C'est toute la différence entre le SaaS et un logiciel. Dans le SaaS, il y a une notion de finalité qui est portée par l'entité service, en fait. Et c'est une notion de finalité par rapport à un logiciel. Je vais fournir un exemple pour exprimer ça, parce que c'est vraiment important. Ce que je veux dire aussi au travers de cette remarque, c'est que le SaaS, ce n'est pas un logiciel qui est bundlé avec l'hébergement, les évolutions et le support. C'est pas ça le SaaS. Le SaaS apporte un service dans le temps et c'est ce qui justifie l'abonnement. Je vais argumenter ça par le premier exemple que je vais vous donner tout à l'heure. Deuxième considération, la tarification d'une offre SaaS doit contribuer à démontrer la valeur de votre offre et éventuellement mettre en avant vos différenciateurs. Oui, parce que, je disais tout à l'heure, un service numérique, c'est quelque chose de relativement intangible. Qu'est-ce que ça veut dire, intangible? C'est que c'est difficile pour un client de percevoir réellement la valeur dans son contexte avant de s'être abonné, de l'avoir acheté, etc., et de l'utiliser. Et donc, contrairement à un produit physique ou les caractéristiques d'un produit physique, comme un ordinateur qui a une taille mémoire, qui a un processeur, qui a un espace de stockage, avec ces caractéristiques, on sait très bien qu'est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas le cas pour un service numérique. On a beaucoup de mal, nos clients ont beaucoup de mal à matérialiser la valeur parce que cette valeur va dépendre de comment ils vont l'utiliser, comment ça va être intégré dans leur process. Et donc, on va s'appuyer sur un ensemble d'éléments du marketing mix, dont le prix, pour aider à démontrer la valeur de cette offre. Autre considération, ce mode SaaS offre plus de souplesse dans la tarification. Si on fait la comparaison de la tarification entre le mode SaaS et un logiciel on-premise, un logiciel on-premise, on n'avait guère comme possibilité pour les logiciels sectoriels de travailler par nombre d'utilisateurs, par licence utilisateur, ce qu'on appelait la licence utilisateur. Et pour les middleware ou les choses très horizontales, on travaillait éventuellement par le nombre ou la puissance du processeur sur lequel le logiciel tournait, éventuellement sur d'autres, mais on était très limité. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas des moyens de contrôle et on n'avait pas cette notion de service et d'abonnement. Le SaaS offre plus de souplesse dans la tarification. Et d'ailleurs, ce que je peux rajouter, c'est que le nombre d'utilisateurs
est un mode de pricing dans le SaaS qu'on va utiliser uniquement quand la collaboration est la valeur principale portée par votre offre. Hein, parce que c'est le nombre d'utilisateurs qui va faire qu'on va faire ressortir la collaboration comme étant une valeur principale. Donc ça concerne les CRM et puis toutes les applications où la collaboration, Slack par exemple, où la collaboration est vraiment une des valeurs principales. Et dernière considération dont je vais parler maintenant, c'est que le marché des applications SaaS en B2B sont relativement peu concurrentiels, sauf exception. En fait, il y a toujours matière à se différencier, il y a toujours des différenciateurs. Et donc, un positionnement prix bas n'est pas forcément pertinent, n'est pas pertinent. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas généralement le prix qui va faire une grosse partie du choix d'un prospect. Donc voilà, au-delà de ces considérations à prendre, et je vais argumenter ces considérations par des exemples juste tout à l'heure, il y a le principe de définition du prix. Hein. Donc, quand on parle marketing mix, un prix, on parle des 3 piliers du prix, c'est-à-dire 3 éléments qui servent à définir le prix. Ces 3 éléments sont la concurrence, et ça concerne uniquement les marchés concurrentiels, où on va établir un prix par rapport à la concurrence. Ensuite, deuxième élément, c'est les coûts de production, on applique la marge et on arrive au prix. Ça, c'est assez difficile à faire dans le cadre d'un logiciel ou d'un service en SaaS. Pourquoi? Parce que les coûts de développement de ce service sont liés à une espérance de vente, une espérance de volume de vente. Et donc, l'espérance de volume de vente, ça peut être aléatoire. Et puis, il reste la valeur perçue. Et la valeur perçue que j'ai fait ressortir, c'est l'élément à prendre en compte en premier. Et c'est la valeur perçue par la cible et même perçue par la cible dans les premiers restants de l'échange avec cette cible. Et donc, c'est le premier élément à prendre en compte et la concurrence et les coûts ne sont que des éléments de vérification. C'est-à-dire qu'on va commencer à déterminer son pricing par rapport à la valeur perçue. Et la valeur perçue, comment on l'obtient, cette valeur perçue? On l'obtient entre la différence entre comment notre client procédait avant d'utiliser notre logiciel et comment il va procéder maintenant, qu'est-ce qu'il va y gagner. Et donc, c'est ça la valeur perçue. Et cette valeur perçue, on va la matérialiser d'abord par le critère de prix qu'on va utiliser plutôt que par le prix en lui-même. Hein. Et c'est ça qui va aider à faire comprendre la valeur de notre offre, c'est surtout le critère de prix. Hein. Je reviendrai là-dessus juste tout à l'heure. Mais je vais déjà fournir des exemples pour essayer d'étayer un peu ce discours. Le premier exemple que je fournis, c'est une application SaaS qui va optimiser la masse salariale dans les organisations publiques. Ces organisations publiques peuvent être des mairies, des communes, mais aussi des départements, des ministères, etc., etc. Comment fonctionne cette application SaaS? Elle prend en input les bulletins de salaire et elle va sortir un certain nombre d'indicateurs avec ces bulletins de salaire par rapport à cette mairie. Et elle va être connectée, cette application, à des données d'un observatoire qui va lui permettre d'avoir comme valeur, en fait, c'est de guider le client dans justement ces actions d'optimisation de la masse salariale. Hein, par exemple, sur un indicateur, alors je ne connais pas les indicateurs exacts de la masse salariale dans le public, mais il y a des indicateurs bien particuliers. Sur un indicateur, grâce au bulletin de salaire, elle va sortir la valeur pour cette organisation, cette mairie, et puis elle va être capable de dire, grâce à ces données d'observatoire, sur cet indicateur, toi, tu te situes là, mais sache que les mairies qui te ressemblent, c'est-à-dire qui ont un nombre d'habitants comparable au tien, se situent là. Et voilà ce qu'il faut que tu fasses pour arriver à cette valeur-là. Et donc, la valeur est une valeur qui s'installe dans le temps, parce que ces données
qui proviennent d'un observatoire, qui sont des données très métiers, vont guider dans le temps et vont apporter de la valeur. Et la notion de service, elle est là, la notion de finalité, elle est là sur cette application. Hein. C'est pour ça qu'on a mis cette application en SaaS, parce que connecter des données d'un observatoire qui sont mises à jour en permanence à une application on-premise, ça, ce n'est pas faisable. Voilà. Donc ça, ce premier exemple était pour expliquer ce que c'est que réellement une application SaaS. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais ça me permet quand même d'expliquer cette notion-là. Et puis, le pricing, on est arrivé et on l'a fait par tranche de nombre de salariés. Pourquoi? Parce que le gain que l'on va obtenir est dépendant du nombre de salariés. Alors, ça aurait pu être la masse salariale. Hein. Le gain est aussi dépendant et aussi proportionnel à la masse salariale que l'on va obtenir. Le retour sur investissement est proportionnel à la masse salariale. Maintenant, on a trouvé que la masse salariale, c'était un peu intrusif. Et même le nombre de salariés n'est pas forcément intrusif, mais est difficile à suivre. C'est-à-dire que si le nombre de salariés augmente, ce n'est pas forcément pratique d'ajuster le prix. Donc là, on est arrivé par tranche de nombre de salariés et donc on a effectué des tranches et on a mis un prix pour l'application par tranche. Nombre d'utilisateurs de l'application n'est pas limité. Dans cette application, le client a la possibilité de créer lui-même ses utilisateurs et on ne limite pas du tout là-dessus sur le nombre d'utilisateurs de l'application. Par contre, on price par rapport à une tranche de nombre de salariés. Si vous avez des questions hein, sur ces exemples que je fournis et sur les principes que j'établis, n'hésitez pas à les poser maintenant et je répondrai à la fin. Autre exemple, cet exemple est pour… l'objectif de cet exemple est d'établir un prix par rapport à une valeur qui est perçue très rapidement par la cible dans cette démarche de réflexion. Et ce que je vais vous montrer au travers de cet exemple-là, c'est que cette application SaaS a plusieurs valeurs et qu'on en a choisi une pour établir le prix et on l'a établi avec ça. Là, on n'est pas d'ailleurs sur un abonnement. Alors, cette application, c'est quoi? C'est un portail fournisseur pour l'industrie de la mode. L'industrie de la mode sous-traite la production de ces vêtements, sous-traite de façon éloignée. Et donc, cet outil est un outil d'échange et de communication entre cette marque et ses sous-traitants, qui font la production. Quelle valeur ça a? Alors, comment fonctionne déjà une marque? On va prendre l'exemple de Zara, par exemple. Zara, au niveau de la marque, va faire pour, par exemple, un t-shirt, une estimation du nombre. Au départ, va faire une estimation quand ils définissent la collection et qu'ils ont fini le design de ce t-shirt. Ils estiment les quantités dont ils auront besoin par coloris et par nombre de tailles. Et donc, ils sont capables, avec cette estimation, de passer une précommande à leur fournisseur. Et cette estimation va se préciser au fur et à mesure qu'ils vont récupérer les commandes de leurs différents points de vente. Et donc, ça permet de gagner un time to market, c'est-à-dire de commencer à produire avant d'avoir l'estimation, la précision dans les quantités pour le coloris et pour les différentes tailles. Et donc, ça, c'est une première valeur. C'est gagner du temps sur la mise sur le marché, gagner du temps sur la mise en production et donc sur la mise sur le marché. Une deuxième valeur, en fait, c'est que cette application permet de générer les étiquettes colis que le producteur, le sous-traitant de production va mettre sur les cartons. Et c'est donc la marque qui va décider de ces étiquettes colis. Et c'est-à-dire qu'elle va décider du colisage. Dans un carton, je veux tant de cette couleur et tant de cette taille. Et la marque, aidée par l'application, parce que l'application va aider à faire ça, va faire en sorte que les cartons correspondent aux commandes qui proviennent aux commandes qui proviennent des points de vente.
si bien que quand la livraison va arriver dans le centre logistique de cette marque, il n'y aura plus à ouvrir les cartons et à refaire des cartons pour les envoyer au point de vente, mais il y aura simplement de la dépalettisation à faire. Et c'est cette valeur en fait qui apparaît comme étant la plus, qui possède en fait un ROI le plus évident possible. C'est-à-dire, c'est le temps que l'on va gagner et l'effort que l'on va gagner au niveau du centre logistique à ne pas refaire des cartons pour expédier au point de vente. Et donc, c'est là-dessus que le pricing a été fait. Et on va vendre non pas un abonnement, mais on va vendre un package d'étiquettes colis à générer. Et quand la marque n'en aura plus, n'aura utilisé tous ces packages d'étiquettes, il va recommander des packages d'étiquettes. Voilà. Et donc, de cette méthode-là, on arrive à démontrer beaucoup plus facilement cette valeur de gain de temps au niveau du centre logistique grâce à ce mode de pricing. Et donc, on remplit l'objectif d'aider réellement la vente en démontrant cette valeur. Voilà. Je vais passer sur le troisième exemple, où là, il y avait cet exemple, je l'apporte parce que il y a un contexte particulier qui est un positionnement sur un marché où est déjà présent un acteur à forte notoriété. Cette société, qui est une start-up, propose en fait un outil qui fait une salle de formation virtuelle pour de la formation à distance. Et donc, elle propose ça aux organismes de formation et elle débarque sur un marché où il y a un concurrent de poids qui est GoToTraining, qui est l'outil GoToTraining qui est fourni par LogMeIn, filiale de Citrix. La difficulté là-dedans, c'est qu'on est une start-up face à une société établie de grosse taille au niveau international. Donc, on a des faiblesses évidentes et il faut essayer d'atténuer ces faiblesses. Ces faiblesses, c'est quoi? C'est déjà un problème de notoriété. Face à LogMeIn, Citrix, on a une notoriété. Faiblesse de moyens aussi, on n'a pas du tout les mêmes moyens que peut avoir LogMeIn. Faiblesse aussi au niveau de l'offre. GoToTraining fait partie d'un ensemble d'offres dans lequel on va trouver GoToMeeting, GoToWebinar et ensuite GoToTraining. Et donc, les clients qui utilisaient déjà GoToMeeting, par exemple, GoToWebinar, vont avoir plus de facilité à faire de l'upsell sur GoToTraining qu'à prendre une autre application pour faire sa formation à distance. Donc là, un contexte un peu particulier où on se pointe sur un marché où on a un concurrent important. Et donc, bien sûr, on a regardé cette concurrence, comment elle pricée. Et cette concurrence, GoToTraining est pricée. Il y a des tranches de prix. Et la première tranche, c'est un animateur de formation et un certain nombre de stagiaires, et on a un abonnement par mois qui correspond. La deuxième tranche, c'est par exemple 3 animateurs et un certain nombre de stagiaires en même temps, 3 animateurs, donc on peut faire 3 formations en même temps avec un autre montant de prix. Et donc, la réflexion là a été de porter comment on peut faire pour être plus en lien avec l'usage, dans notre pricing et peut-être proposer moins de restrictions, mais aussi moins faciliter la comparaison avec cet acteur à notoriété qui est GoToTraining. Et donc, on a établi un prix en considérant, en fait, en réfléchissant à comment les organismes de formation pricaient leur formation, et on s'est aperçu, en interrogeant un peu ces organismes de formation, qu'ils pricaient leur formation en fonction du nombre d'heures et du nombre de stagiaires, et que grosso modo, ils arrivaient à entre 50 et 100 euros par heure et par stagiaire pour vendre une formation. Et donc, quand on a vu leur façon de réfléchir au mode de prix, on a décidé de se coller à ce mode de prix et de proposer un prix en fonction justement du nombre d'heures stagiaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus sur un abonnement, on est sur un pricing purement à l'usage
où on va facturer tous les mois le nombre d'heures stagiaires pour lequel a été utilisée l'application de FAD. C'est très en lien donc, avec la valeur, hein, parce qu'on est arrivé à un prix de 0,90 centimes d'euros par heure stagiaire. Et donc, c'est proportionnel à ce que gagne cet organisme de formation par rapport aux formations qu'il délivre. Et ce pricing permet de ne pas du tout limiter, de ne pas être limité à un nombre de formations en même temps ou un nombre de stagiaires, mais permet d'avoir une latitude d'utilisation totale en fonction de ce que va vendre comme formation cet organisme de formation. Voilà. Et ça permet d'éviter la différenciation entre GoToTraining et le logiciel de cette startup. Voilà pour ce troisième et dernier exemple que je voulais fournir. Si vous avez des questions, je vous encourage à les poser dès maintenant pour ne pas les oublier. Et je vais terminer par quelques autres considérations. La précision sera apportée par plusieurs critères de prix. Oui, on peut pricer une offre SaaS en utilisant plusieurs critères de prix, bien entendu, quand on veut faire apparaître plusieurs valeurs, quand on pense qu'il est nécessaire de faire apparaître plusieurs valeurs. Il y a toujours un critère principal de prix et un autre critère qui va être un critère secondaire au niveau du pricing. Le mode de pricing ne doit pas être intrusif et doit donner de la visibilité au client. Oui, c'est-à-dire qu'un client a besoin. Alors, on va pas. C'est assez difficile, par exemple, de faire un prix totalement proportionnel au chiffre d'affaires, par exemple. Et un client a besoin de savoir ce qu'il va payer dans le temps. Alors, hormis l'exemple juste précédent que je vous ai donné, où là, effectivement, il ne sait pas ce qu'il va donner, mais c'est totalement proportionnel à ce qui rentre. Donc, généralement, selon les cibles que l'on adresse, il va y avoir un besoin auprès de cette cible d'avoir une visibilité budgétaire sur le prix. Donc, c'est pour ça qu'on va sur des tranches de prix qui permettent de donner plus de visibilité. Après avoir défini donc, ce critère de prix, ça c'est vraiment la première des choses à faire, à réfléchir sur le critère de prix que je vais utiliser. On détermine le prix en se basant sur la valeur créée. Hein. Voilà, donc là par exemple, on a dit on va se situer entre 5 et 10% du prix de la formation. Donc on a estimé que l'outil pour déployer cette formation à distance valait 10% grosso modo de la prix. Et ça, c'est une estimation qui a été faite. On a bien sûr, dans cet exemple-là, regardé ensuite et fait une comparaison sur différents cas de figure avec GoToTraining pour voir si on n'était pas trop déconnant, c'est-à-dire pas trop au-dessus ou pas trop en dessous. Et dernière considération, on ne peut présenter le prix que quand le prospect a compris la valeur. Comme exemple, j'ai souvent la question quand j'interviens, c'est est-ce que je dois afficher mon prix sur le site Internet, par exemple? La réponse est oui, quand ce que va avoir vu le client avant de voir le prix lui permet de comprendre la valeur que vous apportez. Donc ça marche sur les produits matures, c'est-à-dire par exemple un CRM, à peu près tout le monde sait ce que c'est qu'un CRM. Si on n'a pas trop de différenciateurs, à ce moment-là, il convient d'afficher le prix sur le site Internet. Par contre, quand on est plus innovant, et les exemples que je vous ai montrés, c'est des exemples qui sont plus innovants. Hein. Être innovant, je rappelle que c'est faire quelque chose pour un client dont ce client ne connaît pas l'existence, ou adresser un marché qui est majoritairement non équipé. Dans le cas, par exemple, de ce portail fournisseur, la majeure partie des marques ne sont pas équipées de ce portail fournisseur et discutent avec leurs fabricants avec de l'email et du téléphone. Donc, dans ce cas-là, c'est assez difficile pour un client de comprendre la valeur simplement en lisant un site Internet. Pourquoi? Parce qu'il va passer peu de temps sur ce site Internet et donc, il est difficile d'afficher le prix. Par contre,
Si on a réussi à trouver un critère de prix qui matérialise la valeur, à ce moment-là, il faut parler de ce critère de prix sans afficher le prix. Voilà, dire simplement cette application est pricée en fonction est branchée en fonction du nombre d'étiquettes colis. Et ça va aider d'un point de vue quand la cible va se trouver sur son site internet, ça va l'aider à comprendre la valeur de votre application. Voilà, donc on ne peut présenter le prix que quand le prospect a compris réellement la valeur que ça va lui amener. Donc, généralement, on peut le faire sur un site internet quand on est sur un marché mature, concurrentiel, quand on est sur un marché plus d'innovation, et y compris innovation de process, ou un marché majoritairement non équipé, c'est beaucoup plus difficile à faire et il vaut mieux parler du prix au niveau commercial quand on a présenté l'offre, etc., etc. Voilà, j'en ai terminé pour les choses que je voulais vous dire. J'ai fait un peu plus de 20 minutes, mais par contre, je suis apte maintenant à prendre vos questions. Hop. Pendant que vous posez vos questions, on propose 2 choses chez RDB pour aller plus loin. Déjà, la formation stratégie marketing pour les leaders, qui est une action collective Atlas, donc qui est financée à 100% quand on est adhérent Atlas, bien entendu, et où on va parler largement du prix, mais aussi d'autres choses. Et on va parler du pricing du SaaS dans cette formation, qui est une formation de 2 jours, qui se délivre en inter ou en intra-entreprise. Et puis, si vous êtes vraiment dans le moment de la réflexion par rapport au pricing de votre offre, on propose donc une prestation d'accompagnement, amélioration du business model d'une offre SaaS, ou ça peut être création. Et ça se fait sous notre marque Sales Drive, qui est notre marque dans laquelle on délivre des services. Alors, je vais voir si vous avez des questions. Tac. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment. Je vais patienter 5 minutes pour voir si vous avez des questions. Alors, il y a Sophie qui a levé la main. Voilà, donc Sophie, vous avez la parole normalement. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, parfait. Oui. Non, je voulais juste savoir, Didier, si je ne sais pas si mon collègue a pu se connecter, je voulais savoir si on pourrait avoir le replay de ta présentation. Oui, alors le replay sera disponible sur notre site internet, je pense demain, et vous recevrez, tout le monde recevra un email, et je vous enverrai également le support. J'enverrai D'accord. le support aux participants. D'accord. Sinon, pour le reste, non, pas de questions. Pour moi, c'était assez clair. Je te remercie. Voilà, donc bon, c'est un sujet vaste. Le pricing est un sujet vaste qui est difficile de traiter en 20-25 minutes. Donc, ce que je tenais surtout au travers de ce webinaire, c'est à donner des exemples pour essayer d'illustrer un peu les messages que je veux faire passer. Et le principal message que je voulais faire passer, c'est que le pricing doit matérialiser la valeur que vous amenez au travers de votre offre. Voilà, c'est ça le principal message. Il n'y a pas de questions? Alors, si j'ai 2 questions. Bonjour Didier, que pensez-vous du pricing par taille d'entreprise pour une offre similaire? Similaire à quoi? Vous pouvez préciser? Il y a une deuxième question. Frédéric qui me pose la question, quelle démarche préconises-tu pour la mise à jour des pricing? Donc ça, j'imagine que ça concerne une offre déjà existante qu'on a déployée chez les clients à un prix et qu'on veut faire évoluer ce mode de pricing. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour procéder.
Je pense que la première, la plus pragmatique, c'est on veut faire évoluer notre pricing pour faciliter, pour aider à la vente, pour être plus en lien avec la valeur que l'on crée. On a un parc client déjà qui a été déployé sur un mode de pricing différent. Je pense que on a plusieurs possibilités. Déjà, on peut laisser ce parc client qui a été avec un autre mode de pricing sur cet ancien mode de pricing si on pense que ça peut les contrarier. Ces changements de mode de pricing peut les contrarier, c'est-à-dire qu'on va augmenter la facture, etc. etc. Et donc, on peut faire ça. Après, je pense qu'un changement de mode de pricing, ça s'explique. Selon la taille de notre parc client, on va expliquer ce changement de pricing, on va valoriser. Et puis, généralement, quand on fait ce changement de pricing, on va amener en même temps des fonctionnalités supplémentaires. Donc, on peut le justifier comme ça, quoi, par des fonctionnalités, donc des valeurs supplémentaires, et on peut essayer de le justifier comme ça. En fait, ça va dépendre du contexte la mise à jour des prix, hein, en fait. Comment procéder par rapport à la base installée sur la mise à jour des prix. Que pensez-vous du pricing par taille d'entreprise pour une offre similaire? Et on m'a précisé le même produit distribué à des grands comptes et à des PME. Ce que j'en pense comme ça, c'est qu'il faudrait voir de quel produit il s'agit. Mais je vais peut-être prendre un exemple. C'est assez difficile en fait à répondre à cette question. Je pense qu'il faut analyser la valeur que va produire un grand compte grâce à votre offre et par rapport à une PME. Je pense que ce n'est pas un problème à partir du moment et par exemple, un logiciel de recrutement proposé à des PME et à des grandes entreprises. Merci, ça va m'aider. Cette précision va m'aider à répondre. Un logiciel de recrutement qui aide au recrutement. On va travailler un pricing qui va implémenter donc de la valeur, peut-être. On va pricer en fonction du nombre de recrutements ou par tranche de nombre de recrutements que va faire cette entreprise. Donc, le prix final sera différent d'une PME par rapport à un grand compte, parce qu'un grand compte va faire plus de recrutement. Donc, est-ce que le mode de pricing doit être différent? Pas forcément. Donc, je pense que pas forcément. Pourquoi? Parce que le prix, au final, va être différent, parce que la grande entreprise va probablement faire plus de recrutement que la petite. Maintenant, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une grande entreprise va peut-être demander des valeurs différentes, des valeurs supplémentaires, je ne sais pas. Alors, je dis n'importe quoi, hein, parce que je ne connais pas du tout ce sujet, va demander des valeurs qui sont liées à sa marque employeur, par exemple, à promouvoir sa marque employeur, alors qu'une PME aura moins besoin de ça. À partir du moment où on a des valeurs qui sont différentes, à ce moment-là, on travaille un mode de pricing qui peut être différent, où on va implémenter un critère de prix secondaire qui va être différent. Voilà, donc c'est assez difficile de répondre à votre question, mais on peut trouver un critère de prix qui va satisfaire non seulement les PME et les grandes entreprises, et si c'est un critère en fonction de l'usage et de la valeur, comme par exemple le nombre de recrutements effectués, on va probablement pouvoir mettre le même pricing, le même mode de pricing à ces deux-là. Si à partir du moment où le besoin des grandes entreprises est différent des PME en termes de valeur, de fonctionnalité, hein, là je vais donner l'exemple, la grande entreprise va vouloir plus travailler sa marque employeur, à ce moment-là, on va prendre un mode de pricing différent. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon explication. Je l'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc, j'ai été clair apparemment. Super. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre participation. Comme je le disais à Sophie, on va vous faire parvenir un lien avec le replay et également la présentation que j'ai utilisée. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Bah tiens, mon webinaire il se termine. Moi aussi.